Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Je suis à 1600 mètres d'altitude dans le Val d'Hérens, une journée un peu grise aujourd'hui avec de temps en temps quelques gouttes de pluie à l'image de ce qui se passe dans notre belle Suisse. Aujourd'hui, contrairement à toutes mes habitudes, je vais te faire une vidéo où je vais lire un texte. Mais je te rassure, je ne suis pas derrière un téléprompteur, c'est moi qui ai écrit le texte. Je l'ai composé de A à Z, c'est le résultat de plusieurs semaines d'investigation. J'ai compilé des données de dizaines de sources différentes pour te faire une vidéo sur ce que j'appelle la galaxie Cédric-Moret, le système McKinsey et l'État suisse. Je vais te parler de Serafet, la redevance audiovisuelle. Je vais te parler de l'assurance maladie, la LAMAL. Et je vais te parler de l'EID, évidemment, puisque nous votons d'ici quelques jours pour savoir si ce qui a été refusé par le peuple en 2021 va être accepté, déguisé comme il l'est aujourd'hui. Donc, encore une fois, tu ne m'en veux pas, je te lis un texte que j'ai devant les yeux et tu vas adorer, j'en suis sûr. Le titre: La galaxie Cédric-Moret, le système McKinsey et l'État suisse. Monsieur Cédric-Moret est à bien des égards un homme brillant. Fils de paysan, diplômé de Harvard où il se lie à Thierry Lombard et à bien d'autres, il devient partenaire de McKinsey où il exerce ses talents de 2001 à 2014. Il est à bonne école. Il travaille dans le conseil en gestion d'entreprises comme Nestlé, L'Oréal, Coca-Cola et bien d'autres. Ces entreprises sont certes de bons clients pour McKinsey, mais M. Cédric Moret se rend vite compte que les vrais flux financiers sont ceux qui lient les États et leurs citoyens. S'il arrive à en prendre le contrôle par le biais de sociétés privées qu'il contrôle, ou mieux, qui lui appartiennent, ce sera le jackpot. La spécialité de McKinsey, société privée non cotée en bourse, est l'utilisation puis la modification et la complexification du cadre légal et constitutionnel par leur incessant lobbying auprès des gouvernements et et au travers des plus grandes sociétés dont les dirigeants sont souvent les conseillers même des politiques. Or, comme tu le sais, l'excès de loi est la plus grande des injustices, car leur interprétation permet tout et son contraire, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine public. Cette complexification des règles censées unir les citoyens, ou en tout cas vendues comme telles, engendre une multiplication des processus qui seuls peuvent les rendre applicables. C'est la poule aux œufs d'or de McKinsey qui institutionnalise les processus nécessaires à la mise en place de toutes ces règles parfaitement inutiles, mais qui rapportent de l'argent et surtout qui mettent le peuple sous contrôle. C'est la fondation du business model de la galaxie Moret. Il surfe sur la perception du grand public qui s'est laissé convaincre que la nation ne peut pas survivre sans ce foisonnement de règles nouvelles dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de l'agroalimentaire, de l'identité numérique, pour n'en citer que quelques-unes. Or, un État qui se meurt adopte des lois nouvelles comme un patient aux soins palliatifs accepte de prendre n'importe quel médicament pour se donner quelques jours de sursis. C'est ce que nous observons à une échelle quasi mondiale aujourd'hui. Ce que nous allons appeler, entre guillemets, la galaxie Cédric Moret, se met réellement en place dès 2015 par la réunion d'investisseurs privés et constitutionnels qui crée une multitude de sociétés. Le but est de rendre totalement opaque et indéchiffrable que ce soit les flux financiers,
les responsabilités des uns et des autres, les partenariats, les ayants droit économiques, la participation réelle des différents actionnaires et le paiement des dividendes, sans même parler des contrats signés avec les différents départements de l'État suisse ou signés avec les assurances de santé obligatoires. À titre d'exemple, voici les noms de quelques-unes des entités juridiques et économiques qui font partie de la galaxie Cédric Moret. Elka Group, Secon AG, Serafé AG, Sumex AG, Trust ID Elka Security SA. Et je ne cite que quelques-unes des structures mises en place. Autre exemple, le nom des personnes physiques à la tête de toutes ces structures sont toujours plus ou moins les mêmes, nommément M. Cédric Moret, M. Werner Krauer, M. Giuseppe Gentelli, M. Yves Piton, M. Félix Musterlet, M. Ferruccio Laguten. J'épargne au lecteur, à l'auditeur dans ce cas de figure, la description exhaustive des liens qui lient tous ces acteurs entre eux, non par manque de transparence, mais pour nous concentrer sur la compréhension du business model qui permet à tous ces acteurs de voler les citoyens suisses avec la complicité de l'État suisse, ou plutôt en manipulant les politiques qui ne peuvent plus défendre le peuple et qui sont pris en otage des intérêts financiers de quelques acteurs économiques qui les dominent totalement. La galaxie Cédric Moret ne se caractérise pas seulement par son étendue, mais aussi par son opacité. Difficile pour un citoyen lambda de comprendre que derrière sa prime maladie qui augmente, derrière sa facture Seraf qu'il déteste, derrière son éventuel login au dossier patient électronique, le fameux DPE, qui concentre et potentiellement divulgue toutes ces informations de santé, derrière sa future identité numérique qui définira les services auxquels il aura droit ou non, se trouve la même entité économique. Il a fallu de longues investigations médiatiques dont tu trouveras toutes les références en fin d'article pour relier tous ces points. Cette opacité permet à la galaxie Cédric Moret de prospérer sans attirer l'attention ni la contestation. C'est le business model de McKinsey à une échelle mondiale qui trouve toute sa logique dans la petite Suisse, entre autres, au travers la galaxie Cédric Moret. Personne n'est à blâmer, car ce sont les structures légales et constitutionnelles qui permettent cette obscénité. Tu peux blâmer les businessmen, mais ils ne font qu'utiliser ce qui est permis par la loi. Tu peux blâmer les hommes politiques, mais ils ne sont que les marionnettes manipulées par des conseillers dont les intérêts ne servent pas le peuple. En fait, tous les acteurs sont pieds et poings liés. Ils sont littéralement forcés d'utiliser la complexité croissante du système pour maximiser les profits, pour étendre leur contrôle sur le peuple. S'ils ne le font pas, leur compétition directe le fera et les remplacera. C'est ce que tu vois partout, à une échelle mondiale, et la Suisse n'échappe pas à la règle. La seule solution réellement efficace serait de donner par la Constitution un droit de tiers regard à tous les citoyens, au peuple dans son ensemble, sur tous les flux financiers des secteurs d'activité humaine à caractère sociaux, nommément la santé, l'éducation, la justice, la police, l'armée et plus globalement l'État. Car l'omerta, la dissimulation et l'impunité sont les plus grands encouragements au crime. Seule la transparence par un tiers regard accordée à tous les citoyens de la nation par voie constitutionnelle peut responsabiliser tous les acteurs des secteurs susmentionnés. C'est ce que j'ai écrit dans le livre intitulé 2024,
qui décrit point par point comment le mettre en place. Reprenons plus spécifiquement à travers 3 exemples. 1. La redevance audiovisuelle confiée à Séraphin Aguet, les assurances maladie obligatoires et l'identité numérique pour laquelle nous voterons dans quelques jours. Le gouvernement suisse impose le paiement obligatoire de la redevance audiovisuelle ex-BILAG, nouvellement Séraphin, avec comme justificatif un accès à la presse, à une presse impartiale. L'État fait croire que les médias sont hors des contraintes financières puisqu'ils sont subventionnés par les taxes payées par les citoyens à l'État. L'intention est bonne, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Dans la pratique, cela signifie que les médias traditionnels, les médias mainstream suisses, sont payés pour 60 à 90% de leur chiffre d'affaires par l'État. En fait, l'État se positionne comme intermédiaire financier entre le peuple et tous les médias traditionnels. La conséquence est la prise de contrôle du narratif et des lignes éditoriales par l'État, car qui paye commande. Comme il est facile de le comprendre, celui qui contrôle le narratif contrôle l'opinion publique, donc contrôle nos sociétés. La bonne intention de départ se transforme en un instrument au service du pouvoir qui nous prive d'une presse indépendante censée nous informer des réalités de notre environnement et plus globalement des réalités du monde. Dans les faits, nous payons une taxe obligatoire qui détruit l'indépendance des médias, qui diminue la qualité de ceux-ci, qui nous prive de l'accès à toute information impartiale qui pourrait nuire à celui qui paye, le pouvoir en place, en fait l'État. Au fil des années, nous nous sommes habitués à ce sponsoring étatique. Nous considérons que ce financement et donc ce contrôle étatique est normal. Il nous a été imposé par petits pas, sans que nous puissions nous en rendre réellement compte, sans que nous puissions nous y opposer, et cela signifie la mort du journalisme. C'est au point que l'on dit qu'il y a 2 sortes de journalistes. Les journalistes honnêtes qui sont au chômage et les autres. Il faut rendre le journalisme aux journalistes. La seule façon de le faire est de leur rendre une pleine et entière liberté, en dehors du financement étatique. Ils doivent retrouver une saine logique économique par eux-mêmes, en facturant en direct les consommateurs de l'information fiable et impartiale qu'ils nous proposent. Aussi choquant que cela puisse paraître, c'est la seule solution. Si nous voulons retrouver une presse qui joue son rôle, une presse qui fait partie du système éducatif au stade adulte de l'individu, notre seule solution est de lui rendre sa pleine et entière liberté. Pour cela, nous devons lui faire retrouver sa logique économique par elle-même, en dehors des contraintes politiques, en dehors du contrôle qu'exerce celui qui la paye, l'État. Tous les humains sont avides d'informations. Tous les humains seront d'accord de payer les meilleures sources d'informations sans contrôle du narratif, sans l'intermédiaire de l'État, en fait sans intermédiaire financier entre les citoyens et nos médias. Le raisonnement est toujours le même. Quels que soient les secteurs d'activité humaine, nous devons les rendre aux professionnels en éliminant les intermédiaires financiers qui en prennent le contrôle et se gavent financièrement au passage. Mais pour l'État, il n'y a pas de petit profit. Tout est bon à prendre. Croyez-vous que les politiques vont éliminer un impôt et diminuer la pression fiscale alors même que cette taxe diminue la qualité de service auquel les citoyens ont droit? Bien évidemment pas. Pour l'État suisse, il n'y a pas de petit profit. Tout est bon à prendre pour avoir un accès illimité à notre argent, un accès illimité en fait à la valeur de notre travail.
seule source du pouvoir de l'État et de son contrôle sur le peuple. Mais il y a pire. L'État suisse a maintenant délégué la collecte de cet impôt à la société privée Séraphin AG, qui fait partie de la galaxie Cédric Moret. Celle-ci fait à titre privé des millions de bénéfices sur une taxe imposée par l'État à tous les citoyens. Nous assistons à la prise de contrôle des flux financiers qui devraient lier les citoyens et l'État en direct par une société privée qui s'enrichit par sa maîtrise de la collecte d'un impôt obligatoire étatique. C'est anticonstitutionnel, c'est illégitime, c'est un mépris total des citoyens et du peuple, oui, mais c'est rendu légal, car nous ne sommes pas tous égaux devant la loi. Laissez-moi maintenant vous expliquer comment des businessmen de génie, conseillers des politiques, ont réussi un pareil tour de force. La redevance audiovisuelle. Le mandat accordé par Séraphin AG pour collecter la redevance radio-TV illustre les dérives d'une privatisation d'une fonction publique. Rappelons le contexte. Depuis le 1er janvier 2019, tous les ménages suisses sont assujettis à un impôt de 335 francs par an, renommé redevance radio-TV pour mieux le dissimuler et le faire accepter par des citoyens qu'ils possèdent ou non une TV ou une radio. C'est ce que les politiques et leurs technocrates appellent un impôt d'affectation, destiné à financer le service public audiovisuel, SSR, SRG principalement. Plutôt que de percevoir cette taxe via l'administration fiscale, le Parlement a confié cette mission à une entité privée unique choisie sur appel d'offres. Notons au passage que si l'appel d'offres est public, les détails du contrat ne le sont pas. Séraphin AG a remporté ce marché face à Bilag, sortante, et d'autres concurrents, en partie grâce à ton expérience de sécon AG dans le milieu de l'assurance santé obligatoire et promettant un coût plus bas que si l'État redevenait responsable de la collecte. Combien ça coûte et qui paye? Chaque année, Séraphin AG reçoit une indemnité forfaitaire par ménage pour sa mission, plus des revenus additionnels sur les frais de rappel et de poursuite. Sur la période initiale 2019-2025, cette rémunération était de 4 francs 83 par ménage et par an, soit environ 18 millions de francs par an hors TVA. Pour le contrat 2026-2034, Séraphin AG a offert un léger rabais à 4 francs 75 par ménage, ce qui correspond à 17,5 millions par an, sur la base de 3,7 millions de ménages. Ces montants sont payés via la redevance elle-même sur 1,396 milliards de francs suisses encaissés en 2023, 34,7 millions de francs suisses, soit 2,5%, ont été ponctionnés pour la perception. En comparaison, l'ancien système Bilag coûtait environ 55 millions par an, mais incluait les encaissements d'entreprises désormais pris en charge par l'AFC. Sur le papier, Séraphin AG a fait économiser de l'argent à la collectivité en proposant un taux moindre que Bilag. Le Conseil fédéral s'en félicite régulièrement, parlant d'une solution efficiente issue de la concurrence. L'attribution de cette tâche à une entreprise privée est appropriée. Aucune entreprise n'aurait concurrencé sans possibilité de bénéfice, a argumenté le ministre Albert Rösti en 2025. Sauf que cette efficience a une contrepartie problématique. Séraphin AG, en bonne entreprise privée,
maximise ses profits sur le dos de cette mission d'intérêt général, soi-disant. Les résultats financiers de Serafé Hagué parlent d'eux-mêmes. D'après les données compilées par la NZZ am Sonntag et la Sonntagsblick, les revenus de Serafé Hagué sont passés de 19,2 millions en 2019 à 24,4 millions en 2024, soit plus 27%. Cette hausse s'explique par l'accroissement du nombre de ménages imposés et surtout par l'augmentation fulgurante des frais de rappel et de poursuite facturés. Son bénéfice net a été multiplié par 6 depuis 2019, atteignant 5,9 millions de francs suisses en 2024, après 3,1 millions en 2023. Serafé Hagué a dégagé des marges bénéficiaires de l'ordre de 20-25% ces dernières années, ce qui est extrêmement élevé pour une activité de pur encaissement. Entre autres, Serafé Hagué a distribué 6 millions de francs suisses en dividendes à sa maison mère, Sécon Hagué, en 2024. Au total, ce sont des dizaines de millions qui ont transité vers des actionnaires privés au lieu d'être réutilisés au profit de la collectivité, nommément aux citoyens payeurs. Aucune ristourne sur la redevance n'a été envisagée, ni aucun financement supplémentaire à la SSR. Comment Serafé Hagué a-t-elle pu accroître autant sa profitabilité? En jouant sur deux leviers. 1. Les économies structurelles réalisées par rapport à Bilag, moins de personnel, environ 55 employés à temps plein par Serafé Hagué contre 250 par Bilag, grâce à l'abandon des contrôles à domicile et à l'automatisation. Ces gains auraient pu profiter à la collectivité via une redevance réduite. Ils ont en fait été en partie convertis en bénéfices pour Serafé Hagué. 2. Une stratégie de recouvrement très agressive auprès des ménages. Pendant les 2 premières années, Serafé Hagué a été freiné par la mauvaise gestion de la base d'adresses transmise par l'Ofcom. De nombreuses factures ne parvenaient pas ou arrivaient en double. Ils ont donc initialement limité les poursuites. Mais une fois la situation normalisée, à savoir dès 2022, Serafé Hagué est passé à la vitesse supérieure. Les rappels et commandements payés ont pris l'ascenseur en 2024, note le journal 24 heures. 112 448 commandements de payés ont été émis en 2024, soit 2 fois plus qu'en 2023. Chaque dossier rapporte 20 francs de frais à Serafé Hagué et chaque rappel 5 francs. Rien qu'avec les poursuites en 2024, c'est 2,25 millions de francs suisses de revenus additionnels qui ont été générés. Cette sévérité a choqué plus d'un observateur. Il est obscène de voir une société privée multiplier les poursuites judiciaires pour doper ses recettes alors qu'elle agit au nom de l'État et qu'elle utilise les structures étatiques pour forcer l'encaissement de l'impôt, d'un impôt obligatoire. Plusieurs élus fédéraux se sont émus de cette situation. En 2025, Michael Tungui, du Parti des Verts, a interrogé le Conseil fédéral sur la légitimité de tels dividendes issus d'un prélèvement obligatoire. Réponse de Rushdie: la loi ne les interdit pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Brenda Tuosto, du PS, a dénoncé le fait qu'une redevance censée financer un service public nourrisse, entre guillemets, un modèle lucratif, demandant pourquoi l'État ne reprendrait pas l'encaissement en interne. Le Conseil fédéral a botté en touche, arguant qu'une régie publique ne serait pas moins chère et qu'il faut bien laisser un profit pour attirer un prestataire privé. Enfin, des voix de la société civile, tel le professeur Ottfried Jahren
estime que les bénéfices de Serafé Haguet devraient être investis dans l'optimisation du système de collecte et non pas pour enrichir des individus privés. En clair, le cas Serafé Haguet illustre un modèle de privatisation des gains et de socialisation des coûts. Tout ménage est obligé de payer la redevance, sinon poursuite, mais une partie de cet argent est siphonnée en bénéfices pour des acteurs privés. M. Cédric Moret, actionnaire de Secon Haguet à hauteur de 63% environ, en est le principal bénéficiaire. En 2024, près de 6 millions lui ont été ainsi indirectement revenus. Cet argent provient d'une taxe publique, d'où un sérieux conflit d'intérêts éthiques et politiques. Notons que le mandat de Serafé Haguet a été renouvelé en 2024 jusqu'en 2034, la Confédération se déclarant satisfaite du service. Le nouveau contrat prévoit 158 millions sur 9 ans pour Serafé Haguet hors TVA, en légère baisse de tarifs unitaires, mais avec une indexation sur l'inflation. Autant dire que, sauf changement législatif, les bénéfices confortables de Serafé Haguet vont continuer. Ni la SSR, bénéficiaire principale des redevances, ni l'Ofcom ne semblent pressés de rouvrir le dossier. Il y a bien une initiative populaire, 200 francs c'est assez, entre guillemets, visant à réduire la moitié de la redevance, mais même en cas de succès, cela n'abolirait pas le principe d'un encaissement privé. Au-delà des chiffres, l'aspect opaque doit être souligné. Serafé Haguet est une boîte noire aux yeux du public. Peu savaient qui était derrière jusqu'aux révélations de 2025. La structure capitalistique complexe, Secon Haguet, L4 Group, Sumex, Haguet, etc., a longtemps masqué le fait qu'un multimillionnaire de Suisse romande gagnait des millions sur la redevance. Cette opacité a peut-être empêché un débat public plus tôt. De surcroît, Serafé Haguet n'a pas d'autre activité économique que la collecte par obligation légale. Cela garantit qu'elle ne se disperse pas, mais cela signifie aussi que son unique raison d'être est de ponctionner une taxe publique et d'en tirer profit. En résumé, Serafé Haguet illustre les dangers d'une délégation au secteur privé d'une fonction purement étatique. En confiant la collecte d'un impôt déguisé à un tiers privé, l'État a créé et donné un quasi-monopole à Serafé Haguet, protégé jusqu'en 2034, qui optimise son profit sans que le Parlement ne puisse y faire grand-chose sinon changer la loi. C'est un précédent qui interroge. Demain, privatisera-t-on la collecte des impôts, des cotisations sociales ou de la TVA? Le Conseil fédéral écarte l'idée pour l'instant, mais la porte est entr'ouverte. Et soyons sûrs que des conseillers en gestion comme McKinsey, dont c'est le business model, et leurs ex-partenaires comme M. Cédric Moret sauront s'y engouffrer. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'assurance maladie, l'AMAL. L'assurance maladie obligatoire de base, l'AMAL, est un pilier du service public suisse. Elle est imposée par le cadre légal, bien que gérée par des caisses privées. Depuis la fin des années 90, les médecins sont littéralement dépossédés de leur propre métier par la prise de contrôle des intermédiaires financiers que sont les assurances maladies obligatoires imposées par l'État. Comme dans l'exemple précédent, dans lequel un intermédiaire financier se glisse entre les journalistes et les citoyens, un autre intermédiaire financier se glisse entre les médecins et leurs patients. Le business model est le même.
comment imposer par voie légale et étatique des impôts ou des règles incontournables, puis, une fois les règles bien établies et acceptées par le peuple, comment prendre le contrôle des flux financiers générés par ces mêmes règles. C'est encore une fois le business model de McKinsey et des hommes qui y ont été formés. Et c'est là qu'intervient la galaxie Cédric Moret, qui est passé maître dans l'art de détourner une bonne intention en machine à fric, même si c'est aux dépens du peuple tout entier. C'est en 2012 que le système échappe à tout contrôle, car les assureurs doivent mettre en pratique les nouvelles contraintes réglementaires imposées par leur propre lobby aux élus suisses via Santé Suisse ou Prio Suisse, facturation Tarmed, DRG, Tardoc en 2026. Exigence des contrôles, adaptation au DEP, etc. Ces contraintes parfaitement inutiles alourdissent tellement les processus qu'ils sont obligés de numériser massivement tout leur processus, médecins compris. La galaxie Cédric Moret et, dans ce cas, Sumex AG, la filiale d'Elka Group, propose une suite complète de logiciels, Sumex Suite, pour automatiser le traitement des demandes de remboursement, contrôler les factures médicales, gérer les modèles d'assurance alternatifs, etc. De nombreuses caisses sont obligées d'adopter ces solutions externes plutôt que de les développer en interne, car les dépenses y associées les mettraient littéralement en faillite. Or, les chiffres suggèrent que cette externalisation s'accompagne au contraire d'une forte inflation des coûts administratifs. Prenons l'exemple de Svika, assurance maladie romande et alémanique de premier plan. Entre 2014 et 2024, selon ses rapports annuels, Suica a connu plus 180% de dépenses informatiques en 10 ans, de 40,8 millions en 2014 à 114,7 millions en 2024 pour l'ensemble de ses charges IT. C'est une envolée 2,8 fois plus rapide que la croissance des assurés. Sur la même période, c'est plus 89% de charges de personnel de 146 millions à 277 millions. De 1371 emplois à temps plein en 2014 à 2263 en 2024, certes partiellement dû au rachat ou fusion éventuelle. Alors même que la croissance du portefeuille client est modérée. Suica couvrait environ 687 000 assurés, Lamal en 2014, contre seulement 829 000 en 2024, soit seulement plus 21% sur une décennie. En revanche, le salaire du CEO, M. Reto Dahinden, a lui augmenté de plus 45% sur la même période, passant de 521 000 francs en 2014 à 758 000 en 2024. Rappelons aussi que le directeur de Sanitas occupe à nouveau la tête du classement des dirigeants du secteur avec plus de 976 000 francs de salaire annuel en 2024, suivi par la directrice du groupe CSS, Madame Philomena Coratrella, avec 851 678 francs, et M. Roman Zondegger, PDG d'Elzana, avec une paye annuelle de près de 800 000 francs. Ces indicateurs traduisent une explosion des coûts par assuré, alors que les salaires des médecins ne représentent que 7% des coûts totaux de la santé. En particulier, le poste informatique s'est accru disproportionnellement. Les autres grandes caisses affichent des tendances similaires, signe d'un alourdissement général du coût du système IT et de la LAMAL en général.
Cette augmentation des coûts provient essentiellement des nouvelles réglementations qui signent une dépendance totale du système à des prestataires externes onéreux. Sumex, Elka, qui fait partie de la galaxie Moret, vend certes des solutions efficaces, mais probablement à prix élevé, avec des frais récurrents de licence, de maintenance, de mise à jour, etc., qui s'additionnent d'année en année. De plus, la stratégie Sumex-Secon a été de proposer aux caisses une externalisation globale de leur processus informatique. Comme le souligne un communiqué commun, Sumex AG et Secon AG rejoignent leurs forces. Sumex AG prend une participation de contrôle dans Secon AG pour créer le premier fournisseur de solutions technologiques pour le marché de l'assurance maladie. L'idée est de combiner les logiciels Sumex, automatisation de traitement, avec le savoir-faire de l'automatisation des processus de Secon AG, qui gérait déjà, par exemple, l'édition et l'envoi de millions de factures et rappels pour des caisses comme Elzana, Atupri, etc. Cette intégration vise à offrir aux assureurs, une plateforme de gestion nécessitant un minimum de personnel avec des coûts d'exploitation en baisse par une automatisation poussée, etc. En théorie, cela devait faire baisser les frais administratifs des caisses et in fine faire baisser les primes. En pratique, on constate que ces gains de productivité se sont accompagnés de coûts d'achat et d'exploitation très élevés, annulant l'effet bénéfique pour les assurés. Les dépenses informatiques ayant presque triplé, les éventuelles économies de main-d'œuvre ou de papier n'ont pas suffi à compenser. Autrement dit, une part croissante de chaque prime payée par les citoyens part désormais dans la poche de fournisseurs de technologies informatiques, de l'IT privé, plutôt que dans les prestations ou dans la baisse des primes. Les contrats étant confidentiels, il est difficile d'obtenir la ventilation précise de ces coûts. Néanmoins, l'ampleur du phénomène suggère une captation de valeur importante au profit de Sumex LK. Notons que Sumex AG se présente aujourd'hui comme engagé à faire progresser le système de santé suisse via l'innovation, s'appuyant sur les ressources du groupe LK. Une mission louable, sauf qu'elle s'accompagne d'une quasi-privatisation de fonctions entières, la facturation médicale, le contrôle des prestations via des algorithmes, la gestion des données patients, serveurs cloud privés, sont désormais tous en main privée. Le contrôle démocratique sur les aspects de la sécurité, comme par exemple qui décide des règles de validation automatique des factures et de la localisation des données hautement confidentielles des patients, a disparu. En résumé, sur le volet assurance maladie, la galaxie Cédric Moret a reproduit le modèle McKinsey, à savoir multiplier les règles, les imposer par lobbying à l'État, puis implémenter une stratégie de partenaire incontournable, entre guillemets, en rendant les caisses dépendantes de ces solutions. Il assure à Elka Sumex des revenus stables tirés de flux financiers rendus obligatoires par l'État. Cette externalisation coûte cher aux assurés sans qu'eux-mêmes ni l'État n'en aient une visibilité claire. Passons maintenant à l'identité numérique. Nous votons pour l'identité numérique dans quelques jours. C'est essentiel. En 2021, le peuple suisse a voté contre l'identité électronique EID, en grande partie car les citoyens ont refusé que des entreprises privées gèrent leur identité officielle. Malgré ce revers, l'État suisse persiste et,
certainement sous la pression d'un lobbying bien organisé à la McKinsey, il revient à la charge en assurant que toutes les données privées des citoyens resteront en Suisse, qu'elles resteront propriétaires des institutions étatiques. C'est un grossier mensonge. Il apparaît qu'avant même que le peuple suisse ne se prononce par votation populaire le 28 octobre 2025, la Confédération a déjà délégué une partie cruciale du système EID à la galaxie Cédric Moret. En effet, le 16 décembre 2024, soit 9 mois avant la votation populaire, le Bureau fédéral de la police, FEDPOL, a attribué à Elka le mandat de développer la solution de vérification d'identité en ligne des usagers de l'EID. Ce contrat fédéral de longue durée, d'une valeur d'environ 13 millions de francs sur 11 ans, charge Elka de concevoir et intégrer le système informatique de vérification d'identité numérique pour l'EID national. En clair, malgré l'étiquette 100% étatique, une entreprise privée pilote déjà l'infrastructure de contrôle de l'identité numérique, et cela avant même l'acceptation de l'EID par le seul souverain, le peuple. C'est comme si l'État suisse était absolument certain du résultat du vote populaire. En d'autres termes, soit l'État s'est doté de la capacité de faire abstraction du vote populaire par l'utilisation de règles légales ou constitutionnelles qui lui permettent d'imposer son diktat, soit les élections sont truquées et le résultat est d'ores et déjà garanti. Cette réalité soulève des questions troublantes sur la cohérence du discours officiel. Comment l'EID peut-elle être présentée comme entièrement publique alors qu'un acteur privé en développe déjà la composante clé? Pardon. Ce décalage entre le récit politique et la réalité du terrain rappelle d'autres délégations à des services publics à la galaxie Cédric Moret, nommément Séraphin Aguet, filiale d'Elka pour la redevance radio-TV, qui leur ont permis de privatiser à leur profit des rentes étatiques. Autre exemple de cette prise de contrôle, Trust ID, émanant de la société Elka Security SA, branche cybersécurité d'Elka, se présente comme la solution d'identité numérique suisse de confiance pour la santé, l'e-government et les entreprises. Techniquement, Trust ID est un fournisseur d'identité, IDP, respectant les normes élevées du dossier électronique du patient, DEP. Plusieurs fournisseurs ont été certifiés, dont la Poste, Swiss ID, UBS, Trust Alliance et Trust ID via Cloud Trust, filiale d'Elka. La loi fédérale sur le dossier électronique du patient DEP exige une authentification de niveau substantiel pour accéder aux dossiers médicaux, mais celle-ci n'est pas respectée car aucun mécanisme de contrôle fiable n'a été mis en place. Les citoyens suisses sont donc trompés par des soi-disant lois censées les protéger, alors que celles-ci sont non seulement transgressées par l'État lui-même, mais de plus, elles sont inapplicables dans la réalité du terrain dès que l'État délègue ses responsabilités à des prestataires privés. Concrètement, Trust ID est déjà utilisé dans certaines plateformes cantonales de cybersanté. Par exemple, le canton de Vaud mentionne MyTrustID, une identité proposée par l'entreprise Cloud Trust, d'Elka, comme
option pour se connecter à son portail de santé en ligne. Cette identité peut être liée au dossier électronique du patient. Ainsi, une partie des citoyens vaudois confient déjà, sans le savoir, l'authentification de leurs données médicales à Elka et non à un service public. Il en va de même pour des services fédéraux, pilotes dits gouvernement, où Trust ID a pu être testé. En l'absence d'alternatives publiques, l'État encourage l'usage de ces entités privées car elles rendent service et potentiellement diminuent les coûts. Mais au-delà de l'acquisition de données sensibles et privées des citoyens par des prestataires externes, cela crée une dépendance inacceptable. Si demain Trust ID décidait de monétiser davantage son service ou si LK était vendu à un acteur étranger, quid des accès numériques des citoyens? On parle ici d'éléments critiques comme le dossier médical, l'identité électronique, la solvabilité des citoyens, leur centre d'intérêt dans quelque domaine que ce soit. Si les citoyens acceptent de donner toutes leurs informations privées à l'État, ce qui est déjà discutable, nos institutions se doivent de garantir l'absolue étanchéité du système. Si la galaxie Cédric Moret ou tout autre acteur privé dispose de ces informations, la monétisation de celles-ci, donc les fuites, sont garanties, à l'image du business model des GAFAM, les fameux Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Bien que Trust ID affirme héberger ses solutions en Suisse dans un cloud souverain, on a vu que d'autres entités de Sarafé Group n'ont pas hésité à traiter des données à l'étranger. Le cas le plus troublant, en juillet 2025, est la découverte par des citoyens mis en poursuite par Serafé AG que leurs données personnelles avaient été envoyées à leur filiale basée en Nouvelle-Zélande. Cette filiale néo-zélandaise, dont on ignore jusqu'au nom, Serafé NZ Ltd, on ne sait pas, aurait été impliquée dans le traitement administratif des dossiers de rappel. Serafé AG s'est justifié en mentionnant cette pratique sur son site web, mais sans avoir sollicité le consentement explicite des personnes concernées, ni informé individuellement chaque citoyen, comme l'exige pourtant la loi fédérale sur la protection des données, LPD, article 19, alinéa 5. En clair, Serafé AG a externalisé une partie de son travail vers l'autre bout du monde sans s'embarrasser de formalités légales. Serafé AG aurait dû signer des clauses contractuelles type et surtout recueillir le consentement éclairé des usagers, ce qu'elle n'a pas fait. Un juriste a d'ailleurs adressé une lettre de mise en demeure au directeur de Serafé AG, M. Genetelli, pour clarifier cette situation. Ce transfert pose aussi un problème moral. Les clients captifs de Serafé sont contraints de payer les salaires d'employés néo-zélandais sans savoir si ces énormes sommes servent aussi à rémunérer des actionnaires à l'étranger, écrit ce juriste, demandant à Serafé AG de dévoiler les comptes et le statut fiscal de sa filiale d'Auckland. En effet, si Serafé AG a des employés en Nouvelle-Zélande, payent-ils leurs impôts là-bas? On voit poindre le spectre d'une optimisation fiscale ou d'une fuite de valeur ajoutée hors de Suisse, alors même que l'argent provient d'une taxe étatique obligatoire. Ce cas de transfert potentiel de données sensibles à l'extérieur de la Suisse illustre comment vouloir traiter à moindre coût les services étatiques entre en collision frontale avec la souveraineté et la protection des données. Combien d'autres entités de la galaxie Cédric Moret
externalisent ainsi leur contrat avec l'État suisse en dérogation du cadre légal. LK a des centres de développement à l'île Maurice, au Vietnam et selon certaines sources aux USA. Traite-t-on aussi des données suisses là-bas? Officiellement non, pour les données sensibles. Mais le doute est permis si la rentabilité prime sur la conformité et si le principe de tiers regard n'est pas donné aux citoyens. Enfin, le choix de soumettre le DEP, dossier électronique du patient, à des entités commerciales a été critiqué par certains experts en e-santé. Lors de débats, des voix se sont élevées pour réclamer une identité numérique de santé spécifique gérée par la Confédération afin de garantir la confiance du public. Force est de constater que cela n'a pas été fait. On a certifié des solutions privées existantes pour ne pas retarder le lancement du DEP. Ce faisant, on a entériné le rôle d'intermédiaire privé comme Trust ID qui appartient à la galaxie Cédric Moret, dans un domaine relevant du secret médical et de la vie privée. En somme, sur le fond de l'identité numérique, la galaxie Cédric Moret a une nouvelle fois joué la carte de l'initiative privée opportuniste, combler un vide laissé par l'État après l'échec de l'EID de 2021 en offrant une solution made in Switzerland, ce qui la rend plus acceptable aux yeux du public qu'une big tech américaine. C'est stratégiquement intelligent, mais cela revient à privatiser un secteur souverain, à savoir l'identification des citoyens en ligne, sans débat parlementaire et sans l'aval du peuple. C'est exactement le type de situation contre laquelle le peuple suisse avait voté en 2021. Sauf que le 28 septembre 2025, le Conseil fédéral revient à la charge en martelant que l'EID, entre parenthèses, facultative et étatique, garantit une identification en ligne sûre, les données étant stockées dans des centres fédéraux, ce qui est un mensonge absolu au vu de ce qui précède. C'est donc via Trust ID qu'Elka et la galaxie Moret a pris le contrôle sur ce segment stratégique. Rappelons que l'entité qui gère l'identité numérique et les accès agrège des métadonnées précieuses, mais surtout, elle contrôle l'accès des citoyens aux services auxquels ils souhaitent se connecter. Si demain, la Confédération ou les cantons exigent l'e-ID ou le DEP, ce qui ne manquera pas vu la pression du lobby à la McKinsey de la galaxie Cédric Moret, toutes les données quant aux services utilisés par tous les citoyens suisses seront en leur possession. C'est un choix et le peuple suisse le fera le 28 septembre 2025. Nous appelons le peuple suisse à s'opposer avec la plus ferme énergie à cette manipulation de masse, à ces mensonges institutionnalisés de l'État lui-même, l'État contrôlé par la galaxie Moret et par ses partenaires. Vote non à l'e-ID. Je vais passer maintenant à mes conclusions. L'État a failli à défendre l'intérêt des usagers, en fait l'intérêt du peuple suisse, dans les contrats signés avec la galaxie Cédric Moret. En dénonçant le système mis en place par la galaxie Cédric Moret et ses alliés, nous ne jetons en aucun cas l'opprobre sur un individu en particulier. Nous mettons simplement en lumière le modèle systémique qu'il incarne. Un modèle où l'État est manipulé
et se vide de sa substance au profit d'intérêts privés sans réelle contrepartie pour la collectivité. Résultat, un impôt obligatoire de 335 francs par ménage est détourné partiellement vers des investisseurs privés. Les coûts des assurances de santé obligatoires explosent par la complexité des processus alors que les prestations médicales diminuent et sans que les médecins ne soient eux-mêmes mieux rémunérés. La mise en place de l'identité numérique qui va rapporter des centaines de millions à des sociétés privées et leur donner un contrôle absolu des services auxquels les citoyens auront droit ou pas, pour ne citer que quelques exemples. Encore une fois, M. Cédric Moret n'est en aucun cas à blâmer. Non, il est brillant. En fait, il ne fait qu'utiliser brillamment ce que lui permet le cadre légal et constitutionnel. Il n'agit pas seul et il s'est entouré d'alliés puissants dans des postes stratégiques comme ses anciens collègues de McKinsey, par exemple M. Ferruccio Laguten, COO d'Elka. Il s'appuie sur des figures comme M. Werner Krauer de Secon AG, ou M. Martin Leutenegger, politicien PLR impliqué dans Secon AG. Cette collusion entre ex-consultants, milieux d'affaires et hommes politiques crée un réseau d'influence redoutablement efficace. On peut s'interroger. Lors de l'appel d'offres de 2016, la présidente de la Confédération était Madame Doris Leuthard, qui a mené d'ailleurs la réforme sur la redevance. A-t-on audité suffisamment le choix du lauréat? Le fait que M. Krauer ait des connexions politiques locales ou que M. Moret navigue dans les hautes sphères économiques, Harvard, conseil d'administration, Migros, la Vaudoise, etc., suscite le doute d'éventuelles connivences. Rien de prouvé ici, mais le manque de transparence, l'omerta totale, alimente la méfiance. Le schéma McKinsey se retrouve aussi dans la circulation des talents et des décideurs. On l'a vu, M. Moret a fait venir d'autres consultants chez Elka. Des politiciens gravitent autour de Secon AG. On crée un réseau d'initiés capables de pousser les projets dans les couloirs du pouvoir. McKinsey vend habituellement au gouvernement des recommandations pour moderniser l'État. Mais ici, on a M. Moret qui a implanté cette modernisation en créant directement les instruments privés pour la réaliser. Lobby discret via Digital Switzerland, organisation fêtière de la numérisation, connexion avec le PLR par son ex-femme Isabelle Moret, conseil d'administration d'Elka avec M. Thierry Burkhardt, Elka Group, et M. Pascal Broulis, Elka Lausanne. Par le fait d'imposer toutes ces régulations digitales, la boucle est bouclée. Plus de règles égale plus d'IT, égale plus de chiffre d'affaires. Elka à 339 millions en 2024 quand même, égale prime la malle gonflée pour les citoyens, etc., etc. J'arrête là. Tout cela conduit à la perte du contrôle démocratique des citoyens sur l'État. Avec McKinsey comme conseiller, l'État peut suivre ou non les conseils. Avec Moret Elka comme opérateur, l'État est lié par contrat et dépend d'eux entièrement. Il y a donc une dépossession encore plus forte. On voit mal aujourd'hui l'Ofcom retirer à Sefarafay Hagué le mandat avant 2034, sauf faute grave. De même, les caisses maladies sont piégées. Même si Sumex AG a augmenté ses tarifs, migrer vers un autre système serait complexe et très risqué. Ce verrouillage du marché est une situation rêvée pour tout entrepreneur et la galaxie Cédric Moret l'a atteinte dans plusieurs secteurs d'activité humaine. On peut aussi parler de rente captive, en ce sens que Serafé Hagué, Sumex Co,
bénéficient de flux obligatoires à travers la redevance, prix de la malle, etc., qui ne dépendent pas de la conjoncture économique. Les gens doivent payer quoi qu'il arrive. C'est un peu l'équivalent moderne des fermiers généraux d'Ancien Régime, des privés qui collectaient l'impôt pour le roi en se servant grassement au passage. L'histoire a montré les abus auxquels cela a conduit jusqu'à la Révolution. Les parallèles sont faciles à faire. Enfin, on touche aux valeurs démocratiques. La fourniture d'infrastructures critiques, gestion de données de santé, identification numérique, si acceptée par le peuple, devrait relever du service public ou au minimum d'un contrôle citoyen étroit. En confiant cela à des entités à but lucratif, on introduit un biais d'incitation. L'objectif n'est plus la qualité du service rendu aux citoyens, mais devient le rendement financier pour l'entreprise. Cela mène directement à des décisions contraires à l'intérêt général, comme d'embourber 112 400 ménages dans des poursuites pour gagner à peine 2 millions de francs plus. En tant que quasi-concessionnaire de services publics, Séraphin Aguet aurait pu adopter un modèle à but non lucratif, couvrir ses coûts et investir le surplus dans l'amélioration du service, voire le rendre à la Confédération. Il n'en est rien, car la loi n'imposait pas cette contrainte. L'État a failli à son devoir envers le peuple, et tout cela se fait en toute légalité. Mais peut-on l'accepter d'un point de vue éthique? Pour l'instant, le Conseil fédéral refuse de se poser la question par dogme pro-privatisation ou pour ne pas déstabiliser le montage en place. Reprendre le contrôle de nos données, de nos flux financiers publics, de nos outils numériques, c'est en quelque sorte réaffirmer la souveraineté du peuple sur nos choix de société. C'est remettre l'économie au service de la nation et pas l'inverse. Dans sa forme actuelle, l'État ne peut pas l'accepter. Le constat de cette enquête est préoccupant. Une part croissante des fonctions étatiques ou d'intérêt public en Suisse sont sous-traitées à un écosystème privé opaque dont M. Cédric Moret est l'architecte central. Cela s'est fait progressivement, sans débat public global, sous couvert de modernisation et d'optimisation. Les conséquences commencent tout juste à apparaître. Coûts accrus pour les usagers, profits privés sur fonds publics, dilution des responsabilités, risques pour la protection des données, etc., etc. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de peindre la galaxie Moret en ennemi absolu. Séraphin Aguet accomplit correctement la collecte. Sumex a amélioré certains processus. Trust ID offre une solution fonctionnelle. Le problème est structurel et démocratique. Si ces missions sont considérées comme vitales et acceptées par le peuple, elles doivent être soumises à un contrôle démocratique bien plus strict, nommément par l'octroi d'un principe de tiers regard accordé à tous les citoyens, donc un droit à une transparence totale sur tous les flux financiers de quelque service public que ce soit. Nous devons absolument exiger un droit constitutionnel de tiers regard sur tout ce qui est directement ou indirectement payé par les citoyens, par le peuple. Cela renvoie à des choix politiques forts. Le programme décrit dans les chapitres 7 à 13 de mon livre 2024, intitulé 2024, que nous évoquons,
propose des pistes simples et incontournables qui seules permettront de redonner sa pleine et entière souveraineté au peuple. Il y est proposé une réécriture de la Constitution pour y inscrire les garde-fous qui protègent le peuple des dérives du pouvoir, dans ce cas, de la privatisation des fonctions de l'État. En dernière analyse, l'affaire Galaxy-Cédric Moret est révélatrice d'un laxisme coupable de la part des autorités. Ces dernières années, aveuglés par le mirage du privé plus efficace, les faits montrent que sans transparence, en fait, sans un réel tiers regard accordé au peuple sur tous les flux financiers d'origine publique, l'externalisation coûte très cher et érode la confiance citoyenne. Le cas Séraphin Aguet a déjà généré un fort ressentiment populaire, car beaucoup savent que cette taxe est illégitime. Apprendre qu'en plus, un privé en tire profit augmente encore la colère. De même, les assurés maladie comprennent mal pourquoi leurs primes flambent, alors que théoriquement, les caisses devraient chercher à économiser. Il est temps de mettre en lumière ces mécanismes cachés et de dénoncer clairement les abus. L'État doit se doter des compétences et des infrastructures pour offrir ses services numériques de base, exactement comme il garantit l'existence d'un état civil ou d'un registre foncier. Le seul moyen de responsabiliser tous les acteurs est d'exiger une transparence totale sur tous les contrats ainsi que sur tous les flux financiers qui lient l'État avec des sociétés qui touchent des fonds publics via des mandats ou de la facturation aux institutions. Ces mesures, certes ambitieuses, s'inscrivent dans un mouvement plus large de reprise en main de la puissance publique par le seul souverain, le peuple. La Suisse en particulier, avec sa tradition de services publics décentralisés mais solides, a les moyens de corriger le tir. Les chapitres 7 à 13 du livre 2024 proposent justement une vision refondatrice que la Suisse se dote d'une nouvelle constitution où transparence, efficience et finalité d'intérêt général vont de pair et sont la priorité absolue. La divulgation de ces informations, celles dont je te parle en ce moment, est un premier pas. La balle est maintenant dans le camp citoyen et politique pour transformer l'indignation en action corrective, faire en sorte que les services publics suisses demeurent sous contrôle public, efficient et au service exclusif du seul souverain, le peuple, plutôt qu'entre les mains d'une poignée d'initiés dans la position stratégique d'imposer un vol institutionnalisé. Cette enquête a pour but d'éveiller les consciences. Le livre 2024 offre heureusement les outils nécessaires pour rectifier le tir. Encore faut-il que le public soit informé et convaincu de l'enjeu. Toutes les sources sont sur le site internet www.4v24.com. Tu peux télécharger les textes en format PDF. Tu as toutes les références sur lesquelles je me suis appuyé pour te lire ce texte que j'ai composé au cours de la dernière semaine. Je te remercie pour ton aimable et bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.